Au-delà de l'extrême limite de l'espace connu, là où les cartes stellaires impériales s'effacent, et où même les astropathes les plus courageux craignent d'écouter, s'étendent les étoiles de Goût. Dans cette lointaine étendue, le silence ne fait pas que régner. Il respire, région chuchotée dans les journaux interdits, discrètement effacée des archives publiques. Les Ghoulstars incarnent l'effroi, non pas dans les batailles rugissantes ou les tempêtes warp hurlantes, mais dans les doux murmures et les présences invisibles ressenties dans les espaces sombres entre les battements de cœur. Les navires n'y vont pas pour conquérir, mais pour disparaître tranquillement, comme s'ils étaient avalés par les étoiles elles-mêmes. Aucun cri ne résonne des vaisseaux perdus, seuls des chuchotements doux et mesurés, calmes mais insidieux, guident un peu les équipages dans l'étreinte froide de l'oubli. Pourtant, malgré les innombrables avertissements encodés dans les transmissions feutrées d'expéditions à moitié oubliées, la curiosité persiste. L'attrait de secrets plus anciens que l'humanité attire les explorateurs, les érudits et les fous, tous convaincus de trouver la vérité là où d'autres n'ont trouvé que la mort. Ce soir, nous suivons l'un de ces voyages dans les étoiles de Goût. Entrez doucement dans les couloirs silencieux du croiseur Emperor's Whisper et découvrez les secrets que les étoiles gardent en silence. Écoutez attentivement, mais ne vous fiez pas entièrement à ce que vous entendez dans le silence du vide. Si vous êtes prêts, commençons. Aux confins de la conscience impériale, au-delà du Segmentum Ultima, il existe une région dont on ne parle qu'à voix basse, les étoiles de la Goule. Ces soleils lointains n'apportent ni chaleur ni lumière aux mondes impériaux. Ils marquent plutôt la frontière entre le connu et quelque chose de profondément inconnaissable. Alors que les frontières de l'impérium s'étendent souvent dans des espaces sombres et inhospitaliers, les étoiles de la Goule se distinguent, réputées moins pour la terreur qu'elles suscitent que pour l'effroi tranquille de leur silence. Les archives impériales n'offrent que peu d'informations, supprimant discrètement les expéditions qui se sont dirigées vers cette étendue inexplorée. Les marchands clandestins et les flottes d'explorateurs chuchotent des rumeurs de mondes vides, laissés à l'état brut mais étrangement sans vie. Des planètes qui semblent avoir été façonnées non pas par des forces naturelles, mais par des mains délibérées et invisibles. Certains parlent à voix basse de la disparition de systèmes entiers, dont les signatures stellaires ont été effacées de la carte céleste de l'empereur sans explication. Les chœurs astropathiques stationnés dans les postes d'écoute proches du secteur parlent avec parcimonie d'entendre des voix faibles, des voix qui résonnent doucement, murmurant des secrets qu'aucun n'ose comprendre. Dans les couloirs feutrés des institutions savantes et les chambres scellées des inquisiteurs, le nom même des Ghoulstars est tabou et n'est prononcé que par bribes prudentes. Des dépêches occasionnelles nous parviennent d'astronomes malhonnêtes ou de navigateurs en détresse, chaque message portant le même ton inimitable de résignation calme. Pas de panique, pas de peur, seulement une certitude tranquille. Ils parlent de formations célestes impossibles, d'étoiles disposées avec une symétrie peu naturelle et de ténèbres murmurantes qui se déplacent avec une grâce sensible. Pourtant, ces voix s'éteignent rapidement, laissant derrière elles un doux silence plus troublant que les cris. Les archives des premières et deuxièmes croisades dans les étoiles Goûles sont scellées, marquées de sceaux de précaution, portant le sigle de l'Inquisition. Des rumeurs persistent cependant sur le fait que ceux qui sont revenus de ces expéditions ont changé, plus calmes, parlant moins fort, avec des yeux distants et silencieux, leur esprit semblant avoir été touché par une révélation subtile et cosmique. La plupart d'entre eux ont peu parlé après leur retour. Certains n'ont pas parlé du tout. Les quelques enregistrements vocaux retrouvés ne révèlent qu'une résignation sereine, racontant des visions d'étoiles s'éteignant une à une, remplacées par des vides parfaits plus sombres que l'encre la plus noire. Pourtant, malgré le découragement des autorités, la curiosité persiste. Les explorateurs, qu'ils soient courageux, stupides ou simplement en quête de sens,
osent encore briser le silence des étoiles de la goule, poussées non par l'appât du gain ou la conquête, mais par l'attrait tranquille d'un savoir interdit. Beaucoup disparaissent, sans jamais donner l'alerte ni appeler à l'aide. Ceux qui laissent dans des appels de détresse derrière eux le font doucement, jamais frénétiquement, rapportant calmement que les instruments ne fonctionnent plus et que les étoiles ne guident plus. Le plus troublant pour les cartographes et les érudits impériaux est peut-être l'effacement subtil et silencieux des données elles-mêmes. Les coordonnées stellaires changent imperceptiblement au fil des décennies. Les journaux et les enregistrements se dégradent mystérieusement, comme si même la mémoire des étoiles goules s'effaçait doucement de l'existence. D'anciens manuscrits parlent de manière énigmatique de civilisations plus anciennes que l'humanité, suggérant que les Eldars eux-mêmes évitent ces secteurs, laissant entrevoir des vérités plus profondes qu'il vaut mieux laisser enfouies sous les couches silencieuses de la poussière cosmique. En effet, d'anciens navigateurs parlent d'une peur particulière que l'on y rencontre, une tranquillité profonde qui s'infiltre dans l'âme, un silence qui consume lentement la santé mentale sans violence ni spectacle. Ils décrivent des couloirs de vaisseaux qui deviennent subtilement inconnus, des membres d'équipage qui deviennent discrètement distants, et des routines exécutées avec une précision étrange et onirique. Les vétérans des expéditions de Ghoulstar augmentent rarement le ton ou paniquent là-dessus. Au contraire, leur récit calme des événements est précisément ce qui terrifie le plus les auditeurs. Ainsi, les Ghoulstar restent une blessure silencieuse sur la conscience impériale, un territoire secret marqué par une douce décomposition, une disparition silencieuse et un effacement tranquille et inexorable. Leur existence rappelle à l'humanité les profondeurs insondables de l'univers et les dangers silencieux qui se cachent patiemment derrière la façade des étoiles et des mondes. Malgré la puissance impériale, malgré les vastes armées et les grandes ambitions de l'humanité, il existe un espace où la force importe peu et où l'attraction tranquille du silence cosmique règne en maître. Ce soir, nous embarquons à bord d'un vaisseau destiné à cette frontière oubliée. Écoutez attentivement le navigateur Hylas du croiseur d'exploration Emperor's Whisper faire le récit silencieux et réfléchi de leur voyage. Peut-être que, dans la douce terreur de son témoignage, nous pourrons enfin comprendre les avertissements silencieux laissés par ceux qui ont voyagé avant nous. Préparez-vous à entrer dans le silence. Fermez doucement les yeux, respirez profondément et écoutez attentivement pendant que nous pénétrons tranquillement dans les Ghoulstars pour découvrir les secrets les plus sombres chuchotés à voix basse dans le vide entre les étoiles. Il n'y avait aucune urgence dans l'appel de détresse, seulement une résignation tranquille. Il commença doucement, un léger sifflement statique qui effleura le récepteur du Voxcaster comme un murmure fatigué. L'équipage du poste d'écoute, Omicron Sigma, l'a d'abord pris pour un bruit de fond, le genre de bruit qui hante leur récepteur pendant des nuits de veille interminables. Mais comme il se répétait, calme et sans hâte, ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'une simple interférence. L'officier supérieur Vox Luton ajusta soigneusement les cadrans, se penchant légèrement en avant dans son fauteuil. La transmission était faible, à peine audible. Pourtant, quelque chose dans le ton calme le poussa à écouter plus attentivement. La voix n'était pas paniquée. Au contraire, elle véhiculait une clarté tranquille qui en disait plus long que les cris de terreur ne pourraient jamais le faire. Ici, la navigatrice, Hylas, du vaisseau d'exploration impérial Emperor's Whisper. Coordonnées inconnues. Les relevés du chronomètre ne sont pas concluants. Nous ne demandons aucune assistance, car aucune ne suffirait. Si vous recevez ceci, sachez que nous nous sommes aventurés volontairement dans les étoiles Ghoul. Ne tentez pas de nous récupérer. Luton fixa le lanceur de sorts, ses battements de cœur ralentissant avec une incrédulité tranquille. Des vaisseaux d'exploration avaient déjà disparu, bien sûr, mais il était rare que leur dernière transmission soit aussi dépourvue de désespoir.
aussi paisiblement résigné. Nous avons franchi la frontière officielle de l'Empire il y a 2 semaines, poursuit calmement Aylas. Nos systèmes de navigation ont cessé de fonctionner depuis 4 jours, et les étoiles ne correspondent plus à nos cartes. Les instruments ne détectent ni lumière ni radiation des constellations connues. Il n'y a que le silence ici, profond et doux, mais il n'est pas vide. Un bourdonnement doux et régulier suivit, un bruit de fond peut-être, mais il semblait étrangement intentionnel, comme une respiration calme, rythmée et douce. Lutan ajusta à nouveau son casque, augmentant légèrement le volume. Il se sentit attiré plus profondément par les mots du navigateur. Le moral de l'équipage reste stable, même si les rêves en troublent plus d'un. Ils parlent à voix basse de figures dans l'obscurité, des observateurs silencieux, aperçus dans les coins de leur vision. Rien de violent. Rien de violent. Ils attendent, peut-être en train d'accueillir. Lutan jeta un coup d'œil à sa gauche, où l'officier subalterne Mehran écoutait attentivement, visiblement pâle sous la douce lueur des instruments. Ni l'un ni l'autre ne parla. Tous deux se sentaient inexplicablement calmes et pourtant profondément déstabilisés. La transmission se poursuit sans urgence ni précipitation, calme comme un rapport de routine. Les communications astropathiques ont complètement échoué hier. Notre cœur s'est tu lors de sa dernière communion. Ils vivent toujours, mais ne parlent plus. Au lieu de cela, ils s'assoient tranquillement, le visage levé comme s'ils entendaient des chuchotements lointains. C'est troublant, mais étrangement paisible. Mehran s'est déplacé avec inquiétude, sa voix dépassant à peine un murmure. Devrions-nous le signaler au commandement? Lutan hésita, puis hocha lentement la tête. Nous devons le faire, mais nous devons d'abord écouter. Il y a plus ici que ce que nous comprenons. La voix du navigateur reprit, douce et posée. Nous avons rencontré une planète hier, un monde inexploré, dérivant tranquillement sous une étoile peu lumineuse. La surface est entièrement lisse, pas de montagnes, d'océans ou de vallées. Juste une étendue grise et tranquille, sereine mais inquiétante. Une équipe a atterri brièvement. Leurs rapports ne font état que d'un silence serein, mais plusieurs d'entre eux sont revenus changés. Ils parlent maintenant moins fort, leur regard est distant, comme s'ils avaient laissé quelque chose d'eux-mêmes derrière nous. L'électricité statique crépita brièvement, interrompue par un autre bourdonnement doux, mélodique et silencieux, comme un chant lointain. Lutan s'efforça d'écouter, sentant quelque chose dans sa poitrine réagir instinctivement à ce rythme. Ce n'était pas désagréable, mais il ressentait un profond malaise sous la tranquillité. Aylas reprit doucement, presque méditatif. Notre vaisseau dérive maintenant sans guide. Les réserves de carburant sont abondantes. Les systèmes de survie sont stables. Pourtant, personne ne cherche à revenir. Le silence nous a changés. Nous écoutons plus profondément, plus attentivement. Nous entendons des mélodies subtiles dans le vide entre les étoiles. Il y a de la beauté ici, froide, infinie, tranquillement terrible. Elle nous appelle doucement, et nous répondons doucement. La main de Lutan trembla légèrement. Il inspira lentement, se stabilisant. L'acceptation calme du navigateur était contagieuse, apaisante, et pourtant tranquillement horrible. Le sens de l'inévitabilité dans le message le déstabilisa plus profondément que des cris ou des supplications paniquées ne pourraient jamais le faire. Ce message sera répété jusqu'à ce que notre pouvoir s'éteigne. Ne nous pleurez pas, nous ne sommes pas perdus. Quelque chose de plus vieux que le temps se souvient de nous, quelque chose de patient et d'éternel. Les Ghoulstars détiennent des secrets qu'il vaut mieux ne pas toucher à l'Imperium. Respectez leur silence. Il est profond, il est complet. Un souffle léger a ponctué le message. Le canal Vox s'estompa momentanément en pure statique. Puis, brusquement, la voix du navigateur revint, un peu plus proche maintenant, comme si elle parlait directement à l'oreille de Lutan. Une dernière observation.
quelque chose s'approche lentement, ancien et silencieux. Elle ne menace pas, elle ne fait qu'observer. Bientôt nous la rejoindrons, tranquilles et calmes. Ne la suivez pas. Souvenez-vous de cet avertissement, non pas avec crainte, mais avec respect. Certains secrets méritent de rester discrètement cachés. La transmission Vox s'estompa dans le silence, doucement remplacée par le bruit de fond du vide. Lutan et Mehran restèrent assis en silence pendant plusieurs instants, chacun perdu dans une réflexion silencieuse. Le caractère paisible, presque serein, de la transmission avait plus perturbé leurs pensées que n'importe quel appel de détresse frénétique ne pourrait jamais le faire. Mehran a finalement murmuré « Qu'est-ce qu'on dit au commandement ?» Lutan respira profondément et s'adossa à sa chaise, les mots du navigateur résonnant doucement dans ses pensées. Exactement ce que nous avons entendu. Pas d'embellissement, pas d'interprétation, rien que la vérité. Qu'ils l'entendent comme nous l'avons entendu. Mehran hocha lentement la tête, visiblement mal à l'aise mais calmement résolu. Le croyez-vous? Pensez-vous qu'ils sont vraiment partis? Lutan marqua une pause, réfléchissant attentivement. Disparu? Non. Changé, peut-être. Accueillis tranquillement dans quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Les Ghoulstars gardent leur secret avec douceur mais fermeté. Ensemble, ils commencèrent à transcrire la transmission mot à mot, conscients que leur rapport serait bientôt archivé discrètement. Un autre secret troublant enfermé dans la vaste bureaucratie de l'Imperium. Ils comprenaient maintenant pourquoi les avertissements concernant les étoiles Ghoul étaient discrètement effacés, pourquoi les expéditions cessaient sans explication. Il vaut mieux laisser certaines vérités chuchotées à voix basse, les laisser dériver silencieusement parmi les étoiles. Le navigateur Aylas ajusta tranquillement la capuche de sa robe, protégeant ses yeux pâles de la douce lumière de la salle de navigation. Dans ce sanctuaire voûté au cœur du chuchotement de l'empereur, le bourdonnement subtil des machines se mêlait doucement au silence ambiant. Autour de lui, les murs de la chambre affichaient des cartes stellaires scintillantes, chacune pulsant doucement dans des couleurs sourdes, rassurant calmement sur leur voyage. Une assurance qui s'était tranquillement dissoute il y a quelques jours. Aylas expira lentement. La sensation familière des battements de cœur du vaisseau, la douce vibration des moteurs et le ronronnement régulier des systèmes de ventilation l'avaient toujours réconforté. Mais à présent, sous ces sons familiers, il percevait un silence sous-jacent, quelque chose de troublant, mais de séduisant, qui pulsait faiblement dans l'obscurité, au-delà des cloisons. La transition vers les Ghoulstars avait commencé subtilement, marquée par de petits incidents faciles à ignorer. Aylas le remarqua pour la première fois lorsque le lieutenant-capitaine Bellas demanda discrètement de nouvelles cartes stellaires. Les configurations stellaires qu'il rencontrait ne correspondaient plus aux cartes connues. Bellas, ferme et inébranlable, n'a jamais élevé la voix. Son inquiétude était exprimée discrètement, mais avec une profonde intensité, ce qui rendait son malaise encore plus palpable. Au fur et à mesure que le vaisseau progresse, les mesures de routine deviennent de moins en moins fiables. Les instruments de navigation, habituellement méticuleux, commencent à produire des anomalies discrètes et incohérentes, de petites déviations, de légères divergences. Pas assez pour alarmer immédiatement l'équipage, mais suffisamment pour jeter un doute subtil sur leurs repères. Dans un premier temps, Aylas a considéré qu'il s'agissait de défauts techniques mineurs, demandant discrètement aux techniciens de recalibrer les capteurs et les instruments. Mais le recalibrage n'a apporté aucune clarté, seulement une confusion tranquille. En l'espace de quelques jours, les écarts de navigation ont cessé d'être mineurs. Des constellations entières disparurent discrètement de la vue, remplacées par des configurations d'étoiles inconnues. La distorsion elle-même devint insaisissable, lointaine, comme si elle se retirait doucement. Pourtant, elle ne disparut jamais complètement, s'attardant toujours, un doux bourdonnement à la limite de la perception.
les poussant doucement à s'enfoncer plus profondément dans le vide inexploré. Le chœur astropathique s'était calmé peu après. Leur chant grave et rythmé typique, réconfortant par leur familiarité, avait cessé doucement, presque sans qu'on s'en aperçoive. Ils étaient maintenant assis tranquillement dans leur sanctuaire, les yeux doucement fermés, le visage tourné vers le haut, comme s'ils écoutaient doucement des voix lointaines et silencieuses. Un soir, Kira, l'astrologue en chef, s'était approché calmement d'Aylas, d'une voix feutrée mais lucide. « Il nous parle doucement, navigateur, » murmura-t-elle. « Il partage des secrets sans parole, dans les rêves. Magnifique et terrifiant. » Aylas demanda à voix basse qui leur parlait, mais Kira se contenta de sourire doucement, le regard distant. Le silence lui-même. Au début, Aylas attribua ces bizarreries au stress de l'expédition, à l'isolement, ou même à des phénomènes psychiques subtils, courants dans l'espace frontalier. Mais au fur et à mesure qu'il explorait le vaisseau, en parlant tranquillement avec les membres de l'équipage, une tendance s'est dessinée. Chacun rapportait des rêves subtils mais cohérents, des visions de silhouettes obscures se tenant tranquillement à leur chevet, observant doucement sans menace et chuchotant doucement des vérités inintelligibles. Au début, le moral est resté stable. L'équipage restait discipliné, fidèle à son devoir. Pourtant, Aylas pouvait sentir un changement discret parmi eux. Les membres de l'équipage, qui riaient autrefois à gorge déployée, parlaient désormais à voix basse. Les conversations se raréfiaient, remplacées par des contemplations silencieuses ou de doux fredonnements. Le calme qui enveloppait le navire n'était pas paisible, mais profondément troublant, comme si l'anticipation planait doucement dans l'air recyclé. Les couloirs eux-mêmes ont commencé à se déplacer discrètement, les couloirs semblant s'allonger ou se raccourcir pendant la nuit, bien que les mesures n'indiquent aucun changement physique. Les équipes d'ingénieurs ont fait part de leur légère confusion, ne sachant pas si leur perception ou leurs instruments les trompaient. L'ingénieur en chef Marius exprima ses inquiétudes doucement, sans paniquer, mais l'urgence qui se dégageait de son calme déstabilisa profondément Aylas. Dans ses quartiers privés, Aylas examinait tranquillement des cartes stellaires. Il était de plus en plus fasciné, non pas par les constellations connues, mais par les espaces vides qui les séparaient. Ces espaces silencieux lui semblaient désormais profonds, comme si l'obscurité elle-même invitait doucement à la contemplation. Une nuit, alors qu'il étudiait un tel vide, il remarqua un léger scintillement à la limite de la perception, comme si quelque chose de caché se déplaçait silencieusement dans l'obscurité. Il se secoua doucement pour sortir de sa rêverie, réalisant qu'il avait regardé le vide pendant des heures, perdu dans des pensées calmes et intemporelles. C'est alors qu'il commença à comprendre les changements subtils qui s'opéraient autour de lui. Le silence qu'ils avaient rencontré n'était pas une absence mais une présence, une douce conscience, consciente et vigilante, qui les rapprochait patiemment. Plus tard, lors d'une réunion calme dans la chambre du capitaine, le lieutenant-capitaine Bellas parle doucement d'abandonner le cap actuel. Mais Aylas réplique tranquillement. Nous ne contrôlons plus la trajectoire. Les étoiles se sont alignées différemment. Nous devons tranquillement accepter notre chemin. Bella ne protesta pas. Il se contenta de hocher doucement la tête, résigné à cette vérité. Ce soir-là, alors qu'Aylas méditait doucement dans son sanctuaire, Kira lui rendit visite une fois de plus, sa présence étant silencieuse mais chargée de signification. Ses yeux pâles se fixèrent bien doucement dans les siens, transmettant une compréhension sans mots. « Avez-vous rêvé comme nous, navigateur ?» murmura-t-elle. Il acquiesça lentement, sans s'alarmer, mais en acceptant tranquillement. Des figures, des ombres qui observent. « Écoute », corrige-t-elle doucement. « Ils écoutent. Et bientôt, nous écouterons avec eux. » Aylas comprit ce qu'elle voulait dire, doucement mais complètement. Ils restèrent ensemble dans une contemplation silencieuse, laissant le silence les envelopper,
non pas dans l'effroi, mais dans une compréhension étrange et tranquille. Selon l'horloge interne du navire, les semaines s'écoulent doucement, mais la perception du temps à bord du murmure de l'empereur s'estompe tranquillement. Chaque jour devient indiscernable du suivant. Les repas étaient pris en silence, les tâches accomplies en douceur, mais l'équipage parlait moins chaque jour. Ils ne recherchaient plus la conversation ou la compagnie, mais vivaient doucement dans la contemplation isolée. Un matin, bien que le matin ait perdu son sens, Aylas retourna tranquillement dans sa chambre, après les inspections de routine. À l'intérieur, les cartes stellaires affichaient maintenant des constellations légèrement changeantes, délicates et inconnues, formant des formes qui ressemblaient subtilement à des figures de leurs rêves collectifs. Il ne ressentit ni peur ni étonnement, seulement une curiosité tranquille. Les systèmes internes du vaisseau fonctionnaient parfaitement, mais n'étaient plus nécessaires. Il dérivait doucement dans l'espace inconnu, propulsé subtilement par quelque chose d'autre que des moteurs ou du carburant, guidé doucement par le silence lui-même. Aylas enregistra ses expériences tranquillement, sans urgence ni regret, en parlant calmement dans le Voxcaster. Il savait que ses mots seraient entendus, mais peut-être pas compris. Il ne craignait pas leur sort. Il se sentait doucement rassuré par les chuchotements, par la calme inévitabilité de ce qui approchait. Et quand, enfin, il se coucha pour dormir, Aylas ferma doucement les yeux, s'abandonnant tranquillement aux rêves de silhouettes ombragées qui l'accueillaient en silence dans leur étreinte silencieuse. Aylas se réveilla dans une obscurité inconnue qui reposait sur les hublots de la passerelle, plus sombre que le vide, presque velouté, comme si chaque soleil lointain avait baissé le regard en signe de honte tranquille. L'heure du navire indiquait 38 heures depuis la dernière conversation des astropathes. Personne n'avait bougé depuis, assis dans un silence tranquille sous les lanternes de leur sanctuaire. Durant cette période, aucune balise extérieure n'avait répondu aux appels. Aucun Vox-ping n'était revenu, et aucune étoile n'avait brûlé assez fort pour projeter ne serait-ce qu'une piqûre d'épingle sur ses réseaux de traçage. Il arpenta la galerie de navigation, avec une lente certitude, le pont poli captant les faibles reflets des bandes lumineuses qui semblaient elles-mêmes hésiter à briller. Tous les systèmes étaient sains, toutes les rubriques vertes, mais le vaisseau dérivait dans l'encre sans référence. Les capteurs n'enregistraient rien au-delà de 10 000 km. Pas de sifflement des micro-ondes cosmiques, pas de dispersion de particules, juste des absences numériques remplissant les écrans où dansaient autrefois des données rayonnantes. À mi-chemin, l'hospice de la passerelle a émis un léger signal sonore, détectant des signatures de masse à l'avant, bien que les spectres n'aient révélé aucune émission thermique. Le gouvernail a procédé à un ajustement minimal de la trajectoire. Les images externes révélèrent les formes, des sphères de pierre éteintes, des enveloppes planétaires dépourvues d'atmosphère, suspendues sans orbite autour de quoi que ce soit. Chaque surface brillait faiblement sous les projecteurs du vaisseau, révélant des cratères vitreux et des cicatrices lisses suggérant une extraction méthodique plutôt que violente. Une étude d'atterrissage a été autorisée selon le code d'exploration standard. Aylas accompagna l'équipe, posant le pied sur un plateau si lisse qu'il ressemblait à de la céramique forgée. Les bottes ne laissaient aucune empreinte. Le silence sans air se pressait contre le blindage de la combinaison, tandis que les haut-parleurs du casque traduisaient les battements de cœur en percussions régulières. Le lieutenant Hara demanda des balayages sous la surface. L'esprit de la machine indiqua d'innombrables cavités, uniformément disposées, s'étendant profondément dans le noyau. À l'intérieur d'une cavité, ils ont découvert des sigils gravés sur des panneaux d'obsidienne. Les glyphes scintillaient, mais les stroboscopes ne révélaient aucun pigment, seulement une absence qui se transformait en symbole. Hara a enregistré des images avant que les scanners ne tombent en panne. Chaque appareil affichait une seule ligne de Low Gothic. We watch the watchers. De retour à bord, l'ingénieur Marius a isolé le dysfonctionnement,
affirmant qu'il s'agissait d'électricité statique cosmique. Sa voix contenait une douce incertitude, trahissant la reconnaissance du fait que la véritable électricité statique ne compose pas de phrases. Pendant ce temps, à l'extérieur, les étoiles continuent de disparaître. Les réseaux optiques présentaient des panoramas vides, là où les amas scintillaient autrefois. Il ne s'agissait pas d'occultation. Les coordonnées cataloguées montraient le néant à la place des systèmes cartographiés. La carte se mettait à jour, effaçant les noms, redessinant l'espace avec des vides élégants qui pulsaient faiblement. Les ponts des messes sont devenus silencieux. Les conversations se sont arrêtées au milieu de la phrase, remplacées par des gorgées de recaf et de longs regards contemplatifs vers les cloisons. Aucune peur n'est apparue, mais l'impatience s'est accrue, comme les voyageurs du désert ressentent le crépusculaire avant d'apercevoir la première étoile. Eilas nota comment l'équipage acceptait la transformation, notant dans les journaux que le calme pouvait être un symptôme d'intrusion, bien qu'il ait également ressenti son étreinte. Lors d'une inspection nocturne, il est entré dans la section des cultures hydroponiques et s'attendant à des rangées verdoyantes. Au lieu de cela, il a rencontré des couloirs drapés de givre. La vapeur d'eau s'est cristallisée sur les feuilles qui sont maintenant aplaties comme des feuilles de parchemin. Les pompes indiquaient un débit optimal, mais la vie avait cédé la place à un silence sans déclin. Le technicien Joris s'agenouilla au milieu des ruines, la bouche formant des mots sans son, traçant des cercles sur le pont glacé. En remarquant Eilas, il sourit doucement, comme s'il était heureux que le navigateur ait enfin été témoin de ce que les plantes avaient appris. La croissance appartient à la lumière, et la lumière était partie. De retour dans sa chambre, Eilas consulta à nouveau les cartes du vide. L'écran affichait une seule construction géométrique, une spirale allongée s'étirant de leur position vers le bord de la galaxie, représentée par un vide lumineux plutôt que par de la matière. Il se rendit compte que le vaisseau suivait cette spirale malgré des moteurs inactifs. Les calculateurs inertiels confirment une vitesse d'avance non alimentée par la poussée. Il dérivait sur un courant façonné par l'absence. Il ouvrit un canal Vox privé avec l'intention de faire une mise à jour de la situation. Un signal statique l'accueillit, puis les grandes lignes de ses paroles précédentes furent répétées lentement, sans intonation, comme si le silence s'entraînait à parler en utilisant ses souvenirs. Il se termina par une phrase jamais prononcée. « Maintenez le cap, auditeur. » Il acquiesça inconsciemment, murmurant son accord, et le canal se referma de lui-même. Le sommeil est devenu inutile. Les heures passent, marquées seulement par de légères pulsations à travers le blindage de la coque, synchronisées avec les battements de cœur des étoiles éteintes. Dérivant le long de la spirale, l'Emperor's Whisper n'avait plus besoin d'être guidé de manière conventionnelle. L'équipage s'abandonnait à la marée subtile. Eilas parcourut des couloirs qui s'élargissaient derrière lui et se rétrécissaient devant, la géométrie s'adaptant à l'intention. Chaque tournant menait naturellement vers la salle d'observation, où des boucliers transparents encadraient une vue dépourvue de tout mais saturée de présages. Là, il observa l'approche d'un horizon invisible, une légère fresque d'obscurité changeante, plus profonde que le noir, gravée de veines tourbillonnantes de luminescence pâle. On aurait dit un iris cosmique, entrouvert, qu'il observait avec une curiosité patiente. Le bourdonnement du pont s'alignait sur cet œil colossal, et chaque vibration se traduisait par une compréhension au-delà du langage. Il se sentait examiné, mais pas jugé, essentiel, mais sans importance, comme une simple taupe qui ramène une histoire vers sa source. Il a consigné ses impressions d'un ton ferme, en les commentant pour quiconque retrouverait l'enregistrement. Il parle de devoir réconcilié avec l'effroi, d'horreur exprimée par la douceur, de silence capable de sculpter la réalité. Sa dernière inscription à la montre se termine par une réflexion. La terreur ne crie pas toujours. Parfois elle chuchote en supprimant toutes les étoiles
laissant le voyageur face à un miroir formé de vide. Le ship time est passé au cycle suivant. Les lumières s'éteignirent en signe de respect, comme pour reconnaître les progrès accomplis sur une voie plus ancienne que la galaxie. Ailas ferma brièvement les yeux, sentant l'équipage derrière les cloisons embrasser le même silence. Lorsqu'il les rouvrit, l'iris remplissait désormais la moitié du hublot, sa lueur subtile soulignant la coque comme la lumière d'une bougie autour d'un reliquaire. Il savait que l'Emperor's Whisper allait bientôt franchir le seuil où la cartographie s'arrête et où la compréhension commence. Il enregistra le fichier, le scella pour le répéter, et invita toute sentinelle éloignée à l'écouter. Non pas pour secourir, mais pour témoigner. Il termina la transmission par une bénédiction calme. Nous voyageons pour que vous puissiez rester. À l'extérieur, la dernière étoile familière s'est éteinte, laissant place à une nuit parfaite. Le chapitre s'acheva dans l'acceptation, au bord d'un accueil incompréhensible. Bientôt, le vide parlera clairement et chaque âme répondra. À bord de l'Emperor's Whisper, il y a eu un moment où le temps, tel qu'il est mesuré par les chronomètres et les cloches de quart, a cessé d'avoir de l'importance. Il n'a pas été déclaré. Il n'y a pas eu d'annonce ou de panne de système. Il s'est plutôt produit sans bruit. Les horaires des montres ont disparu. Les cycles de sommeil se sont estompés. Les repas étaient pris plus par instinct que par rotation. Le vaisseau, dans sa totalité, semblait s'être abandonné à un rythme tacite qui ne provenait pas du mécanicum, mais du vide extérieur. Ailas l'a d'abord remarqué dans le comportement des serviteurs de maintenance. Leur routine ne suivait plus une logique schématique. Ils parcouraient les ponts inférieurs en arc de cercle lent et délibéré, s'occupant de consoles qui fonctionnaient parfaitement, polissant les coins qui n'étaient plus utilisés. Il en observa une pendant 1 heure, son bras manipulateur effleurant un sas scellé avec des mouvements répétitifs et respectueux. Il n'y avait pas de dysfonctionnement. Ces systèmes étaient nominaux, mais sa présence ressemblait à un rituel. L'ingénieur en chef Marius a fait le même constat. Il se rendit dans le sanctuaire du navigateur, les yeux creux mais clairs. « Le vaisseau obéit à quelque chose d'autre maintenant », dit-il sans préambule. « Pas un code, pas un credo, il dérive vers l'intention. » Ailas ne demanda pas de quelle sorte. Il le sentait déjà. Le murmure de l'empereur ne leur appartenait plus. Il ne l'était plus depuis un certain temps. Sous les ponts de commandement, dans le couloir de la chapelle, les lumières ont commencé à s'éteindre plus tôt à chaque cycle. Ce n'était pas un ordre. Elles se sont simplement éteintes. Ce qui était autrefois un lieu de récitation d'hymnes et d'encens se tenait maintenant dans une pénombre solennelle. L'aumônière Wynne dirigeait toujours les rites. Ses sermons étaient devenus plus silencieux, à peine audibles même pour ceux qui étaient assis le plus près. Il ne mentionnait plus le dieu empereur par son nom. Il parlait plutôt d'endurance, d'humilité, d'écouter les ténèbres et de ne pas craindre ce qu'elles disaient. Seule une poignée d'entre eux y assiste désormais. Le reste de l'équipage avait adopté une foi différente, une foi silencieuse. Ils marchaient dans les couloirs avec détermination, mais sans urgence, la tête légèrement baissée, l'oreille tendue non pas vers les parasites de l'intercom, mais vers quelque chose de plus silencieux, quelque chose en dessous. Ailas essaya de noter leur comportement dans ses registres, mais les mots lui manquaient toujours. Ce n'était pas une transe, ce n'était pas de la folie, c'était l'acceptation. Pas forcée, pas déclarée, juste une dérive lente et régulière vers quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Un soir, bien que ce mot n'ait plus de sens, Ailas descendit dans les entreponts. Il n'a rien dit à personne. Il suivit simplement une sensation, une légère pression derrière les yeux qui le guidait à travers les accès de maintenance et les chambres désaffectées. Les cloisons se rétrécissaient au fur et à mesure qu'il avançait, jusqu'à ce que les murs se rapprochent suffisamment pour lui frôler les épaules. Les tuyaux gémissaient doucement.
L'air se refroidit. Puis, le son a cessé complètement. Non pas le silence, comme on pourrait s'y attendre, mais l'absence même du souvenir d'un son. Sa respiration ne fait aucun bruit. Ses bottes ne produisaient aucun écho. Même les battements de son cœur, qui sont normalement un métronome silencieux dans ses propres oreilles, s'estompent. Il atteignit le seuil d'une porte scellée, un sas d'entretien qui ne figurait jamais sur les cartes du navire. Aucune désignation, aucun symbole du Mechanicus, juste du métal riveté et terni par le temps. Elle s'est ouverte à son contact. L'intérieur n'était pas une pièce, mais une étendue, une grande chambre creuse, plus grande que ne le permettaient les plans du pont. Elle ressemblait à l'intérieur d'une cathédrale, si une cathédrale avait été construite non pas pour le culte, mais pour le souvenir. Le long de ces murs incurvés se trouvaient des figures, pas des statues, pas des membres d'équipage, des figures sculptées en relief, par milliers. Chacun s'inclinait avec révérence vers l'extrémité de la chambre, où un grand panneau de miroir s'élevait du sol au plafond. Le verre ondulait légèrement, comme un liquide en suspension. Eylas s'approcha lentement, pas avec crainte, mais avec respect. La surface réfléchissante ne révèle aucun reflet. Au lieu de cela, elle affichait des étoiles lointaines et scintillantes qui ne figuraient sur aucune carte impériale. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, elles s'estompaient une à une, doucement, sans drame, comme si elles partaient tranquillement avant qu'il n'arrive. Il tendit la main, non pas pour toucher, mais simplement pour reconnaître. Le panneau émet une faible pulsation en réponse. C'est alors qu'il l'a entendu, pas par les oreilles, mais à l'intérieur de sa poitrine, un son grave et patient, comme la vibration d'un diapason au plus profond de l'os. Il ne parlait pas, ne demandait rien. Il était, tout simplement, une présence vaste et ancienne, observant non pas avec un jugement, mais avec une mémoire. Eylas comprit alors que le murmure de l'empereur avait pénétré dans quelque chose de bien plus ancien que n'importe quel couloir d'étoiles. Il n'était pas passé dans l'espace, mais dans un endroit où la mémoire revient lorsqu'elle est oubliée. Il se retira lentement, non pas effrayé, mais solennel. Les figures sur les murs restaient immobiles, mais il les comprenait maintenant. Ce n'était pas un équipage, pas des fantômes, c'étaient des échos, des vestiges d'autres navires, d'autres voyages, non enregistrés, non récupérés, perdus non par malchance, mais par intention. Lorsqu'il retourna sur les ponts supérieurs, le navire n'avait pas changé, mais il était encore plus silencieux. Les membres de l'équipage le saluèrent d'un signe de tête à son passage, comme s'ils savaient où il était allé. Personne ne posait de questions. Personne n'en avait besoin. Plus tard, dans le sanctuaire du navigateur, il a consigné ces événements. Non pas comme un avertissement, ni comme un témoignage, mais comme une reconnaissance. Nous avons dépassé le seuil de la compréhension, dit-il à voix haute à personne. Et pourtant, nous avançons. À l'extérieur des hublots, la dernière nébuleuse visible disparaît, remplacée par une étendue de noir velouté. Elle n'est pas vide, mais silencieuse. Le genre de silence qui contient le poids de toutes les voix qui ont un jour osé s'exprimer. Il a terminé l'article par une seule ligne. On se souvient de nous maintenant. Les Gaulstars n'ont pas seulement dissimulé des mondes oubliés. Elles les ont préservés, entiers et intacts, comme si le temps lui-même avait été averti de ne pas les fouler trop profondément. Lorsque les réseaux auguraux de l'Emperor's Whisper révélèrent une planète solitaire à la dérive dans l'obscurité interstellaire, personne ne parla de conquête. Ils parlèrent discrètement d'observation, de révérence même, et se préparèrent à descendre non pas en explorateurs mais en témoins. Le monde n'avait pas de nom. Il n'y avait aucune trace de son orbite, aucune référence dans la cartographie impériale. Il tournait lentement, taillé dans le silicate et la poussière, sans champ magnétique ni atmosphère pour disperser la lumière.
elle ne renvoyait rien. Même le vide sans soleil qui l'entourait semblait plus lumineux que sa surface. L'engin de descente ne traverse rien. Il n'y avait aucun frottement, aucun frisson atmosphérique contre le blindage de la coque. Ils passèrent dans un silence si complet qu'il semblait sculpté. Le lieutenant Almar dirigeait l'équipe d'exploration et Aylas restait sur la passerelle, regardant la descente se dérouler à travers des flux statiques. Il nota que la télémétrie était légèrement en retard. Pas assez pour inquiéter le commandement, mais suffisamment pour être enregistré. Lorsque les bottes d'Almar touchaient la surface, le retour d'information était parfait. Mais le son qu'elle produisait ne l'était pas. Ses pas frappaient la pierre solide, mais il ne produisait aucun écho, aucune réponse. La surface avalait les vibrations. Pas de vent, pas de mouvement. Même la lumière des lampes de leur casque semblait réticente à voyager loin. Ils se trouvaient sur une plaine morte, vaste et plate. Ce n'était pas un désert. Il n'y avait pas d'érosion. Juste une uniformité sans faille, une nappe grise s'étendant au-delà de la portée visuelle. Au loin, à peine perceptible à l'horizon, se dressaient des formes, 12 monolithes verticaux, régulièrement espacés en cercle. Chacun d'entre eux mesurait 10 mètres de haut et était fait d'une matière sombre et brillante, une sorte d'obsidienne synthétique qui ne portait aucune marque, si ce n'est une forme unique en creux au centre. Une sphère concave de la taille d'un crâne humain. Almar fait un rapport calme. La construction est sans usure, aucune couture. C'est comme s'il n'avait pas été construit, juste placé. Le Tech Adept Van a effectué des scans. Les relevés n'ont rien donné, pas des relevés faibles, rien. Les instruments se comportaient comme si les structures n'existaient pas. Aylas l'a noté dans son journal, non pas comme une anomalie, mais comme un avertissement. L'absence peut être plus délibérée que la présence. L'équipe est montée sur le ring. Pas de changement. Aucun mouvement. Pourtant, chaque moniteur à bord de l'Emperor's Whisper a enregistré une légère fluctuation de puissance au moment où leurs bottes ont franchi le seuil. Pas d'alarme. Juste une pause dans le bourdonnement. Les systèmes se poursuivent, mais avec un léger retard. Almar poursuit son rapport. Il y a un passage. Le sol sous l'espace central n'est pas en pierre, c'est autre chose. Il semble plus chaud. Ils ont trouvé un moyen de descendre. Pas un tunnel, un chemin. Lisse, intentionnel. Les murs étaient bordés d'étroites rainures et de spirales peu profondes, comme s'ils étaient inscrits dans la mémoire et non dans la décoration. La descente menait à une chambre voûtée, loin sous la croûte. À l'intérieur se trouvait un bassin peu profond, de l'argent, immobile, flottant légèrement au-dessus de la surface du sol. Saria, l'une des jeunes techniciennes, s'est approchée de la piscine. Son souffle s'est arrêté, puis s'est stabilisé. « Cela me montre quelque chose que j'ai oublié », dit-elle doucement. Les autres s'avancent vite. Chacun a vu un reflet différent, non pas de lui-même maintenant, mais de lui-même ailleurs. Des vies antérieures, des futurs alternatifs. Il n'y a pas de consensus, mais aucun ne nie ce qu'il a vu. Au-dessus d'eux, sur la passerelle, Aylas enregistrait la séquence avec une inquiétude croissante. Ce n'était pas une relique, c'était un appareil. Pas un appareil de guerre, mais un appareil de reconnaissance. Il n'agissait pas, il répondait. Le bassin avait attendu, et maintenant, en présence d'esprits impériaux, il a répondu. Lorsque l'équipe est revenue, ces combinaisons ne portaient aucune trace de la surface de la planète. Aucune poussière, aucun résidu. Même les bottes, qui s'étaient enfoncées dans la pierre, n'avaient laissé aucune marque visible. Ils n'ont rien ramené d'autre que le silence. Aylas rencontra Almar dans la galerie d'observation. Le soldat se tenait sans casque, les bras croisés sur sa poitrine, le regard fixé vers l'extérieur. Derrière lui, le monde noir diminuait sur fond de vide, reculant lentement à mesure que le vaisseau ajustait sa trajectoire. « Qu'est-ce qu'il t'a montré »
demanda Aylas. Almar prit la parole sans hésitation. Moi-même, mais pas en armure. J'étais encore un enfant, avant l'enrôlement, avant le serment. Mais je n'étais pas seul. Il y avait quelque chose à côté de moi. Pas une silhouette, plutôt une forme faite de mémoire. Un observateur. Aylas n'insista pas davantage. Le sergent avait donné tout ce qu'il voulait, et plus que la plupart des gens ne voudraient l'admettre. Le reste de l'équipage s'est acquitté de ses tâches routinières avec une douce efficacité. La découverte n'a rien changé sur le plan opérationnel. Aucun journal n'a été modifié. Aucun avertissement n'a été émis. Pourtant, le ton du navire avait changé. Pas un seul membre de l'équipage n'éleva la voix au cours des 24 heures qui suivirent. Même l'aumônier Rin, qui dirigeait ses rites depuis le pont inférieur du sanctuaire, ne parlait que par gestes. Ses sermons devenaient des mouvements silencieux. Ses fidèles suivaient en baissant la tête, les yeux fermés. C'était comme si un message avait été partagé sans son. Cette nuit-là, les rêves sont revenus. Ils n'étaient pas envahissants. Ils sont arrivés doucement, comme des souvenirs longtemps enfouis qui ressurgissent sans résistance. Certains équipages rêvaient d'endroits qu'ils n'avaient jamais vus. D'autres ont rêvé de voix qu'ils n'avaient jamais entendues. Mais tous ont décrit le même sentiment au réveil. Pas de la peur, de la familiarité. Aylas entra dans son sanctuaire et examina les enregistrements. Les monolithes sont restés. Le bassin demeurait. La surface ne présentait aucun changement. Il a refermé le dossier avec une dernière note. Ce monde n'a pas été construit pour être compris. Il a été construit pour qu'on s'en souvienne. Mais par qui ? Alors que le vaisseau s'éloigne lentement de l'orbite de la planète, les capteurs ne détectent aucune attraction gravitationnelle, aucun champ magnétique, aucune preuve que la planète ait jamais existé. Elle n'a pas été abandonnée. Elle s'est simplement retirée. Le signal ne fut pas tant détecté que ressenti. Il est arrivé comme une pression derrière les yeux, un scintillement dans l'esprit périphérique du murmure de l'empereur. Aucun réseau Vox ne le reçut. Aucun cogitateur n'enregistra son origine. Il apparut d'abord dans les rêves des astropathes, puis dans la façon dont les lumières des couloirs s'assombrissaient lorsque l'équipage passait en dessous, et enfin dans la dérive de la navigation, lorsque le vaisseau changea de cap vers un point qu'aucun n'avait tracé. Aylas n'a pas contesté la réorientation. Il n'y avait pas d'ordre à outrepasser, pas de protocole à défier. Le navire avait déjà choisi, ou avait été choisi. Le navigateur se contenta d'ajuster ses cartes pour le suivre. Le monde apparut après 2 jours d'approche, sa surface étant un patchwork de basses vallées et de rivières asséchées, le tout reposant sous un ciel couleur rouille. Depuis l'orbite, il ressemblait à une agri-lune morte, du type de celle utilisée par les colonies frontalières avant leur effondrement. Mais des analyses plus approfondies ont révélé quelque chose d'étrange. Des structures parsemaient le terrain, de conception impériale, sans aucun doute. Des flèches Vox, des habitations préfabriquées, et même une piste d'atterrissage effondrée marquée de l'Aquila. Pourtant, il n'y avait aucune trace de colonisation. Aucun journal de flotte, aucune revendication du Mechanicus. La planète était cataloguée comme inerte et non étudiée. Ils ont envoyé une équipe. L'engin de descente se posa à côté des ruines de la plateforme d'atterrissage. Le vent couvert de cendres se déplaça sans bruit, s'écartant devant les bottes de l'équipe d'avant-garde. Le lieutenant Almar reprit la direction des opérations, son expression étant indéchiffrable sous son masque recycleur. Aylas surveillait la situation depuis la passerelle, notant les conditions claires, la gravité stable et l'atmosphère respirable. Rien de tout cela n'aurait dû être possible. Les structures sont intactes, poussiéreuses, mais intactes. Les portes répondaient encore à des serrures génétiques codées selon d'anciens codes. À l'intérieur des habitations, les meubles n'avaient pas été dérangés.
Les ardoises de données reposaient tranquillement dans les stations de chargement et les systèmes thermiques ronronnaient au ralenti. Tout portait à croire que les habitants étaient simplement sortis en plein travail et n'étaient jamais revenus. L'équipage traverse des couloirs qui semblent les connaître. Des lumières s'allumaient devant leurs pas. Les portes les s'ouvraient juste avant qu'ils ne s'approchent. Il n'y avait pas d'hostilité. Seulement une étrange familiarité, comme si la base se souvenait d'eux, ou de quelque chose qui leur ressemblait, et leur souhaitait la bienvenue. Eilas regarda le flux tandis qu'Halmar entrait dans ce qui avait été un centre de commandement. La console s'activa à son contact, même si personne ne l'avait utilisée depuis des décennies. Halmar s'approcha du terminal de données et accéda au dernier fichier enregistré. Le message a été prononcé par une voix ni masculine ni féminine. Son ton était égal, sec, sans émotion. Expédition Theta 5, déclaré perdu, statut incomplet. Le temps subjectif dépasse la limite standard. Aucune anomalie biologique détectée. Le cycle se poursuit. Nous endurons. Halmar resta immobile. Endurer quoi ? Demanda-t-il, mais aucune réponse ne suivit. Le message reprit, identique dans sa cadence et son ton. Plus tard, ils ont trouvé les quartiers de l'équipage. Certains étaient numérotés. D'autres portaient des noms. Dans l'un d'eux, le technicien Van entra et se figea. Sur le bureau, une petite ardoise s'anima. Elle montrait son propre visage, plus jeune, portant l'uniforme du corps des explorateurs. L'image était datée de 92 ans. Van recula. « Ce n'est pas possible. Je suis né sur Cypra Mundi. Je ne suis jamais venu ici. » La porte s'est scellée derrière lui pendant 13 secondes, puis s'est ouverte d'elle-même. Dans une autre chambre, Saria découvre un journal. Le papier est vieux, l'encre délavée. Elle lut un passage à haute voix. 46e jour. Les rêves ne sont plus des rêves. Nous ne nous réveillons pas. Nous passons simplement d'un état à l'autre. Le silence à l'extérieur est plus fort maintenant. Nous pensons qu'il nous observe. Eilas nota la similitude avec les entrées qu'il avait écrites quelques jours auparavant, presque mot pour mot. Il chercha dans son propre journal et trouva des fragments qu'il ne se souvenait pas d'avoir enregistrés. Des phrases reflétaient celles du journal. Des pensées qu'il croyait siennes étaient imbriquées dans celles d'un étranger, mort depuis longtemps ou peut-être toujours en attente. Le retour à Emperor's Whisper s'est fait lentement. L'équipage a peu parlé pendant le débriefing. Aucun échantillon n'a été apporté à bord. Non par peur, mais parce que rien ne semblait étranger. Chaque pièce, chaque couloir de cette planète avait ressemblé à quelque chose dont on se souvenait à moitié. Ils n'avaient pas exploré, ils avaient visité. Eilas a rencontré Halmar à l'extérieur du sanctuaire du navigateur. « C'était le nôtre ?» demande-t-il. Halmar réfléchit avant de répondre. « Pas encore, peut-être plus tard. »« Croyez-vous qu'il s'agit d'un souvenir ?» poursuit Eilas. « Je crois que nous marchons dans la maison de quelqu'un d'autre, » répondit Halmar, et il l'a laissée ouverte. Cette nuit-là, Eilas a passé en revue les dossiers d'archives. Aucune mission répertoriée, aucun contact préalable. La planète n'avait jamais existé sur leur route. Pourtant, les banques de mémoire du vaisseau contenaient des années de données télémétriques en provenance de ce monde, comme si elles avaient été cataloguées il y a longtemps. Il a visité le pont du sanctuaire. L'aumônier Rin avait laissé l'hôtel sans lumière. Il se tenait sous la statue de l'Aquila, dont les ailes étaient obscurcies par une faible lumière. Rin prit la parole avant qu'Eilas ne l'atteigne. « L'empereur ne marche pas ici, mais quelque chose de plus ancien marche à nos côtés. »« Comment l'appelons-nous » demanda Eilas. Rin répondit sans se retourner. « Nous ne le faisons pas, nous écoutons. » À 3 heures, le rêve commence. Il a été partagé. Chaque membre de l'équipage s'est réveillé en ayant vu la même image. Un couloir dans une obscurité parfaite, au bout duquel se trouvait une porte légèrement entr'ouverte. Derrière, une respiration, ni bestiale, ni mécanique.
régulière, délibérée, patient. Personne n'en a parlé. Mais les registres montrent que, dans les heures qui ont suivi, l'efficacité de l'équipage a augmenté. Personne n'a commis d'erreur. Aucun système n'est tombé en panne. Le vaisseau semblait dériver plus proprement, comme s'il suivait une ligne tracée bien avant que sa coque ne soit forgée. Le monde oublié s'est effacé derrière eux. Lorsque les scanners font demi-tour, il n'est plus là. Il ne reste plus qu'un champ d'étoiles, disposé dans un silence parfait et délibéré. Eylas a écrit dans le journal de bord: « La galaxie se souvient de choses que nous n'avons pas encore faites, et les Ghoul Stars sont l'endroit où ces souvenirs se promènent. » Il n'a pas présenté le rapport. Il savait qu'il avait déjà été lu. Le vaisseau dérivait, se déplaçant sans commande, ni propulsion, entraîné plus profondément dans un couloir d'étoiles qui se rétrécissait de jour en jour. L'Emperor's Whisper n'affichait plus de coordonnées sur les écrans de la passerelle. Le vide est devenu sans relief, la géométrie s'est relâchée, et les étoiles elles-mêmes pulsent désormais à des rythmes que l'équipage ne parvient pas à catégoriser. Elles ressemblaient moins à des corps célestes qu'à des pensées suspendues dans l'obscurité. À 2100 heures, heure du vaisseau, une formation se dessine à l'avant. Un objet suffisamment grand pour masquer plusieurs secteurs du champ stellaire avant. Sa masse n'a pas été enregistrée. Les réseaux augures ne mesurent aucune chaleur, aucune réflectivité. Et pourtant, il était visible. Un anneau, incroyablement vaste, en orbite autour d'un noyau sans lumière. Pas de puits de gravité, pas de désintégration en orbite. Il restait simplement en place, une structure sans origine, sans échelle, sans ligne et sans anneau. La première image renvoyée montrait des détails qui défiaient l'architecture. La paroi interne de l'anneau était sculptée de couches, d'épines, de crêtes, de structures répétitives gravées de manière fractale les unes dans les autres, descendant dans les détails bien au-delà de la résolution des optiques du vaisseau. Le navigateur Eylas observa en silence l'objet se rapprocher. Il n'en reconnaissait rien, mais son pouls ralentissait, comme si l'objet lui était familier. Une équipe de débarquement est faite et formée, mais aucun signal n'est émis. Le navire changea de cap sans ordre. L'équipage, qui a depuis longtemps dépassé le stade du silence interrogatif, se prépare avec un calme délibéré. La voix d'Almar se fait entendre sur le Vox, avec une retenue professionnelle. « Nous avons accosté, pas de résistance. Il y a une ouverture, aucune machinerie visible. L'intérieur est éclairé par la phosphorescence. C'est biologique. » Ce mot n'évoque pas la vie, mais plutôt la conception. Tout ce qui les entourait ressemblait à l'intérieur d'une créature vivante. Des arêtes en forme d'os, des couloirs parcourus de veines, des dômes voûtés en forme de crâne étirés par les éons. L'air était froid. Il ne sifflait pas par les bouches d'aération et ne variait pas en fonction des gradients de température. Il restait immobile, immuable, comme si le temps lui-même s'était durci dans l'atmosphère. L'équipe s'est déplacée deux par deux. Ils découvrirent des salles bordées d'immenses panneaux, chacun marqué d'indentations ressemblant à un langage, bien qu'aucune écriture ne corresponde à un document connu. Saria tenta de scanner les motifs. Son auspex renvoya une série de zéros, puis s'éteignit complètement. Plus profondément dans la structure, ils atteignirent une chambre remplie de piliers. Ils les prirent d'abord pour des colonnes de soutien, mais un examen plus approfondi leur révéla ce qu'elles contenaient. Chaque pilier contenait une figure, enveloppée dans un matériau translucide, suspendue dans un état entre la stase et la mise au tombeau. Certains étaient humains, ou l'avaient été. D'autres ne l'étaient pas. Le rapport d'Almar est resté stable. Nous sommes à l'intérieur d'une chambre forte, pas d'un trésor, mais d'une mémoire. Les personnages ne portaient aucun signe de décomposition. Certains portaient des armures antérieures aux guerres d'unification. D'autres n'avaient pas d'armure du tout. Leur peau était marquée de filaments d'or. Des veines de cristal poli coulaient dans leur chair. Leurs yeux étaient fermés.
Leurs bouches, pour la plupart, étaient ouvertes. Leurs expressions n'étaient pas paisibles. Elles étaient tendues, comme si elles étaient prises au milieu d'une phrase, d'une respiration. Saria s'approcha de l'une des figures non humaines. Ses proportions défiaient la morphologie standard. 6 membres, aucun symétrique, un torse en forme de sablier tordu. Elle tendit la main, qui s'arrêta à quelques centimètres du boîtier. Une pulsation de couleur traversa le matériau, puis s'estompa. « Je pense qu'il m'a entendu », a-t-elle déclaré. Ils sont passés à autre chose. Au fond de la salle se trouve une estrade. Sur celle-ci, un appareil d'apparence simple. Un disque, large de 2 paumes, enchâssé dans un berceau de métal sombre. Lorsque Vance s'est approché, le disque s'est levé et a tourné une fois. Des symboles s'allumèrent sur son pourtour. Le cogitateur de traduction a échoué, non pas parce que le langage était complexe, parce qu'il refusait d'enregistrer le sens. Aylas écouta le rapport depuis la passerelle. Il commençait à reconnaître une tendance. Chaque découverte importante faisait écho à quelque chose que l'Imperium avait enterré. La voûte sous Cadia, les bibliothèques mythiques de Zoa, les tombes que le Nécrontyre avait scellées et juré de ne jamais revisiter. Cette structure, il le réalisait maintenant, appartenait à cette lignée. Mais elle était encore plus ancienne. Lorsque Halmar a touché le disque, la chambre s'est animée. Pas avec le mouvement, avec le son. Il ne s'agit pas non plus de bruit. Résonance. Une fréquence, basse et pure, s'est répandue dans tous les canaux. Chaque haut-parleur à bord du vaisseau, chaque plaque de la coque. Ce n'était pas assourdissant. Ce n'était même pas désagréable. C'était total, complet. Un son qui emplit le corps et ne laisse aucune place à la pensée. Pendant un seul instant, chaque membre de l'équipage a cessé de bouger, de respirer, de penser. Pas en paralysie, en communion. La tonalité s'est terminée. Les lumières s'éteignent. C'est alors que les archives ont commencé. Pas visuellement, ni sur le plan sonore. Les images arrivaient sous forme d'impressions, de souvenirs enfouis remontés à la surface, réécrits sous forme de rêves. Aylas avait l'impression de vastes salles remplies de civilisations construites avant le refroidissement des soleils. Il vit des mains sans chair façonner le temps comme de l'argile. Il voyait les étoiles non pas comme des points lumineux, mais comme des veines à travers un ciel vivant, faisant partie de quelque chose de plus ancien que le matériau. Quelque chose qui observait, quelque chose qui cataloguait. Chaque personnage des piliers n'a pas été emprisonné. Elles ont été préservées. Souvenirs. Pas pour la punition, pour référence. La voix de Halmar reprit plus lentement. Nous sommes des invités. Observés, comparés, pas testés. Le message n'a jamais été clair. Il n'y a pas eu d'exigence, aucune menace. Seulement le sentiment tranquille que la portée de l'humanité a touché quelque chose qui attendait, qui ne dormait pas. L'attente. Aylas a consigné l'événement en une phrase. Nous ne sommes pas les premiers. Plus personne n'a touché au disque. L'équipe est revenue en silence. Le vaisseau s'est désolidarisé de la structure qui a commencé à tourner. Pas en signe d'agression, en signe de reconnaissance. Alors qu'il s'éloigne, les membres de l'équipage n'éprouvent aucune crainte, seulement du respect. Le silence s'est approfondi, mais il ne s'est plus plaqué sur la coque. Il l'embrassait. La structure n'a pas disparu. Elle est restée derrière eux, sans avancer ni reculer. Un monument d'observation, une cathédrale de la mémoire, ancrée au-delà du temps. Aylas resta des heures devant le mirador. Il murmura à voix haute, sans s'attendre à une réponse. « Tu te souviens de nous maintenant ?» Les étoiles devant lui scintillèrent en réponse, et il sut que la réponse avait déjà été enregistrée. Après avoir quitté le monde des voûtes, l'Emperor's Whisper reprit sa lente traversée de l'espace qui ne ressemblait plus aux cartes stellaires de l'Imperium.
Les constellations ne sont plus familières. Même la signature de la distorsion avait diminué, moins turbulente, plus distante, comme si elle se tenait derrière une barrière, observant mais ne touchant plus. Le navigateur Aylas a observé ce changement avec de plus en plus de clarté. Il ne traçait plus leur chemin par calcul. Au lieu de cela, il suivait son instinct, une sensation qui n'était pas sans rappeler la gravité, si ce n'est qu'elle faisait passer ses pensées avant son corps. Le vaisseau se dirigeait vers le néant, mais il se déplaçait avec certitude. Il ne le remit pas en question. Le comportement de l'équipage a changé. Ils dormaient moins. Certains ont complètement cessé de dormir. Les scanners médicaux n'ont révélé aucune irrégularité, aucune baisse de fonction, aucune détérioration. Le rythme cardiaque était resté stable. L'activité corticale fluctuait légèrement au-dessus de la ligne de base, comme si leur esprit avait été réaccordé et non perturbé. L'un après l'autre, les membres de l'équipage rapportèrent des visions. Pas des rêves, mais des impressions perçues les yeux ouverts, superposées comme des reflets sur les cloisons. La plupart décrivaient des lieux qu'ils n'avaient jamais visités. Des temples en ruine, sous des soleils noirs, des vaisseaux à la dérive portant des sigles inconnus, des océans qui bourdonnaient doucement sans vent. Chaque lieu semblait important, mais distant, comme des souvenirs empruntés à une autre espèce. Le tech adepte Varn a vécu un tel moment. Alors qu'il réparait un collecteur de liquide de refroidissement dans le soupon 17, il s'est figé en plein travail. Plus tard, il décrira avoir vu une colonne de silhouettes vêtues se déplacer dans le couloir, translucide mais définie. Elles marchaient en silence, chacune portant une lame en os. L'une d'entre elles s'arrêta et se tourna vers lui, mais son visage ne présentait aucun signe distinctif. Elle leva une main et désigna un point sur le pont. Lorsque Varn a regardé, il a trouvé un panneau d'accès qu'aucun des schémas ne montrait. À l'intérieur se trouvait une ancienne unité Auspex, toujours active, mais dont la source d'énergie était inconnue. L'appareil avait enregistré. Depuis combien de temps? Personne ne pouvait le déterminer. Ces données étaient corrompues, à l'exception d'un journal datant de plusieurs siècles avant la construction du vaisseau. Le journal portait le nom d'Aylas. Il examine l'entrée en privé. La voix correspondait à la sienne. Le message était simple. Ils nous rêvent d'abord. Ensuite, ils nous construisent. Il n'en a plus reparlé. Ailleurs, dans la voûte du sanctuaire, l'aumônier Rin a commencé à sculpter. Pas des icônes de l'empereur, ni des saints. Il façonnait des formes à partir d'argile récupérée dans les magasins, les transformant en créatures qu'aucun n'avait vues, mais que tous semblaient reconnaître. Des formes imposantes avec 6 membres et des visages divisés par des rainures en spirale. Chaque sculpture ne prenait pas plus de quelques heures à réaliser. Une fois terminées, elles étaient placées dans les coins du navire, toujours tournées vers l'extérieur, comme si elles observaient non pas l'équipage, mais quelque chose au-delà de la coque. Rin n'a jamais expliqué l'objectif. Il a seulement dit « Nous ne sommes pas le dernier rêve ». Dans l'aile médicale, les patients commencent à fredonner. Pas de mélodie. Juste un son harmonique, subtil et grave, correspondant à la vibration devenue constante depuis la structure. Ceux qui se joignaient au bourdonnement voyaient leurs blessures se guérir plus vite. Les plaies se refermaient avec 2 fois moins d'interventions médicales. Le sommeil, lorsqu'il venait, était sans rêve mais laissait les patients reposer au-delà des normes. Le vaisseau lui-même semble réagir. L'éclairage s'adaptait à l'émotion ambiante. Les plaques de gravité s'adoucissaient aux endroits où le stress augmentait. Les portes s'ouvraient juste un peu avant que des mains ne les saisissent. Un matelot a juré que les systèmes d'ascenseur l'avaient emmené là où on avait besoin de lui, avant même qu'il n'en ait fait la demande. Les journaux de bord le confirment. Dans la galerie de commandement supérieur, Aylas organisa une séance privée avec Almar et Kira. Les 3 étaient devenus le noyau silencieux du vaisseau, non pas par ordre, mais par proximité,
avec ce qui passait pour de la compréhension à bord. Nous sommes entrés dans quelque chose de conçu pour se sentir oubliés, commence Aylas. Mais il ne nous a pas oubliés. Almar acquiesça lentement. Je ne crois plus que nous sommes perdus. Je crois que nous avons été convoqués. Kira croise les mains, le regard distant. Nous nous préparons. Pourquoi faire ? Demanda Aylas. Elle n'a pas répondu. Elle a seulement cligné des yeux une fois et a regardé vers le hublot tribord. Là-bas, dans l'encre au-delà des hublots, une forme avait commencé à se dessiner. Ce n'était pas un vaisseau, pas une station, un voile qui se déplaçait lentement, faible comme un murmure, se déplaçant sans masse. Aylas activa tous les capteurs, mais rien ne lui parvint. Même les flux d'images ne montraient que des étoiles en arrière-plan, ininterrompues. Mais ils l'ont tous vu. Ils l'ont appelé le dormeur. Il se déplaçait devant eux, sans les guider, sans les fuir. Il existait tout simplement. Certains pensaient qu'il avait toujours été là, rendu visible seulement maintenant que l'équipage avait commencé à refléter sa présence. D'autres pensaient qu'il n'était pas du tout extérieur, qu'il s'agissait de la pensée du vaisseau, projetée. Puis vint le réveil. D'abord Akira. Un matin, elle se tenait dans la colonne centrale, ouvrait les yeux et prononçait une série de symboles que personne ne pouvait traduire. Une douzaine de membres de l'équipage étaient présents. Chacun se souvenait différemment de la phrase. Pourtant, tous en comprirent le sens. Il attend dans l'absence entre nous. Ensuite, les rêves se sont approfondis. Les gens ont cessé de manger pendant des jours, sans pour autant souffrir de faiblesse. Certains pleuraient dans les couloirs sans tristesse, d'autres riaient sans bruit. Il n'y avait pas de symptômes, seulement des signes. Aylas reçoit un dernier rapport de la barre. Les étoiles avaient disparu de tous les écrans de navigation. Le vaisseau n'était plus dans l'espace, pas au sens où l'Imperium l'entendait. Ils étaient ailleurs maintenant, un endroit où la pensée et le mouvement avaient commencé à se confondre. Il a écrit dans le journal « Nous étions censés les trouver, non pas pour apprendre, mais pour nous souvenir. Les anciens ne sont pas morts, ils nous ont fait rêver à la place. » Les mots coulent facilement. Il n'a jamais cru aux prophéties. Mais aujourd'hui, il ne croit plus autant. Cela s'est fait lentement, non pas comme une révélation, mais comme un consensus silencieux. L'équipage n'attend plus d'ordre. Il n'y avait plus d'ordres à donner. Le vaisseau s'était aligné sur une présence qui ne parlait ni en voxcan, ni par le biais d'un code divin, mais par suggestion, comme l'espace entre les étoiles, formant des formes que l'esprit connaissait déjà. Ce qui restait à parcourir n'était pas la distance, c'était la compréhension. Les étoiles continuent de disparaître. Elles ne se sont pas éteintes. Elles s'estompaient, comme si elles étaient tournées vers l'intérieur. Même les constellations les plus brillantes se sont retirées derrière un voile, ne laissant qu'un chemin de spirales pâles et d'ombres mouvantes. Les étoiles qui restaient formaient des arcs trop parfaits pour être naturels. Chaque courbe se rétrécit en un couloir. Le murmure de l'empereur le suivit. Aylas se tenait sous le dôme primaire, observant non pas le vide, mais l'intention du vide. Ce qui remplissait l'écran n'était pas un espace vide. Il se déplaçait, non pas avec rapidité, mais avec conscience. Des motifs s'épanouissaient et s'effondraient comme des structures respiratoires. Des vagues de distorsion incolores traversaient l'obscurité, se pliant autour de la coque sans contact. Elle ressemblait à une pensée en mouvement, lente, curieuse, patiente. Au niveau le plus bas du vaisseau, dans le pont non éclairé au-delà des racks des serviteurs, quelque chose de nouveau avait poussé. De minces filaments de cristal se formaient le long des murs, sans être cartographiés, sans être sanctionnés, dans le plus grand silence. Chaque veine pulsait doucement. Personne n'essayait de les enlever. Ils se répandaient non pas au hasard, mais selon un plan précis formant des boucles complexes qui reflétaient le couloir en spirale à l'extérieur. Ryan visita la croissance sans instruction.
L'aumônier posa ses 2 paumes sur les fils cristallins, et, pendant un instant, ses pupilles devinrent grises. Il émergea quelques minutes plus tard, les yeux normaux, la voix inchangée. Mais lorsqu'il retourna dans la voûte du sanctuaire, il ne parla qu'une seule fois. Nous n'étions pas censés atteindre la fin, mais nous devions nous en souvenir. Nous sommes censés nous en souvenir. L'approche finale a commencé, lorsque les étoiles à l'avant se sont complètement repliées. Là où il y avait de la navigation, il ne restait que de la géométrie, des formes mouvantes qui défiaient les angles fixes, impossibles à lisser et à déchiqueter dans le même instant. Le vide s'était épaissi, non pas de matière, mais de présence. Chaque pas dans les couloirs devenait plus lent, non par peur, mais par respect. Les membres de l'équipage marchaient comme on entre dans une ruine sacrée. Kira ne dort plus du tout. Elle resta assise dans l'observatoire, ses doigts se déplaçant lentement sur une ardoise vierge, comme si elle prenait la dictée d'une voix qui n'avait pas besoin de mots. Les formes qu'elle dessinait ne ressemblaient à aucune langue connue de l'Imperium. Pourtant, lorsqu'Eylas les regardait, une signification effleurait le bord de ses pensées. Des souvenirs d'enfance, des promesses prononcées, un champ de bataille sur lequel il n'avait jamais combattu, une familiarité sans origine. Almar se tient à côté de la console de visualisation, alors que la forme finale est en train d'émerger. Ce n'était pas une construction. Pas exactement. Elle se déplaçait comme une pensée exhalée, une présence si vaste qu'elle ne pouvait être vue directement. Seule sa suggestion demeurait, un champ circulaire d'immobilité, encadré par une lumière inversée. Le vaisseau s'arrêta de lui-même, pas d'inertie, aucune secousse. Juste un silence, plus profond qu'auparavant. Eylas a enregistré le moment. Nous sommes arrivés à quelque chose qui se souvient de tout. Aucun signal n'a été émis. Pourtant, tout le monde l'a entendu. Le murmure n'a pas traversé le vox. Il a traversé la mémoire. Une chambre d'enfant. La voix d'une mère. Un serment oublié prononcé lors de l'initiation. Il n'a pas parlé. Il a montré. Le pont s'est assombri. Chaque écran devient noir. Puis les murs se sont mis à scintiller. Pas d'éclat. Résonner. Des images se sont formées sur la coque intérieure, chacune d'entre elles n'ayant duré qu'un instant. Des formes flamboyantes, des lueurs de ce qui aurait pu être. Des navires qui n'ont jamais été lancés. Des villes mortes en silence. Des visages qui ne vivent que dans des lignées oubliées. Le navire était devenu une archive, non pas de l'histoire, mais du potentiel. Eylas resta immobile, lorsque l'image de son propre visage apparut devant lui, vieilli par le temps, assis dans un endroit qu'il n'avait jamais vu. Il ne se sentait pas observé. Il se sentait vu. À l'extérieur, le vide s'est refermé sur lui-même. Une porte s'est formée. Pas de faille de distorsion, pas de tempête. Un pli, simple, silencieux, presque élégant. Un cercle parfait d'absence s'est ouvert, ne révélant rien. Et ce rien appelait. Rin est entré sur la passerelle sans escorte. Il ne tenait ni bâton, ni icône. Sa robe s'elle était effilochée à l'ourlet, le tissu usé là où les doigts avaient tracé son bord trop souvent. Il regarda vers la porte et parla clairement. Il ne souhaite pas que nous traversions, seulement que nous nous souvenions que nous nous sommes tenus ici. Eylas ne répond pas. Il posa une main sur la console de visualisation et relâcha tout contrôle. Le navire n'a pas avancé. Il s'est laissé dessiner, pas tirer. Bienvenue. À mesure que la porte s'élargissait, le bourdonnement s'intensifiait. Il a traversé les eaux, l'acier et les centres de données situés sous le pont. L'un après l'autre, les systèmes se sont éteints, non par défaillance, mais parce qu'ils reconnaissaient que leur mission avait été accomplie. Les lumières s'éteignent. Pas de noir. Au calme. L'équipage s'est rassemblé en silence dans la coursive principale, chacun faisant face à la cloison avant.
où les étoiles ont été remplacées par un seul iris pulsant d'un gris profond, cerclé d'or, qui tourne sans bouger. Ils l'ont regardé. Ils les observent. Eilas prend la